Donc on arrive à un point d'inflexion où le progrès en intelligence artificielle explose tout d'un coup. C'est pour ça qu'on parle d'explosion d'intelligence. Et là, on se retrouve avec des IA qui ont des performances et des capacités qui sont au-delà même de notre entendement. Une sorte de gouffre entre les capacités de l'intelligence artificielle et les moyens philosophiques et techniques qui sont mis pour réussir à la contrôler et l'aligner sur les valeurs humaines. Il y a vraiment un gouffre immense entre les deux et qui ne cesse de se creuser chaque jour. Parce que les investissements sont tellement grands dans les capacités par rapport aux investissements qui sont ridicules dans la sécurité. On est en train de donner naissance à une sorte de nouvelle espèce qu'on comprend pas tout à fait et pourtant on en parle très très peu et quand on en parle c'est souvent pas en ces termes-là. Donc c'est aussi pour ça que je fais tout ce que je fais pour essayer de faire prendre conscience notamment au grand public de ces enjeux. Bienvenue dans Micropépites. Aujourd'hui, je reçois Shyman Turler, le futurologue, la voix qui décrypte l'IA et ses risques. Autodidacte, il interroge les experts pour nous éclairer sur les futurs qui nous attendent. Salut Shyman, merci d'être là. Salut Marco, merci beaucoup de l'invitation. Tu pourrais nous raconter ce moment un peu clé où l'intelligence artificielle est devenue plus qu'un simple sujet pour toi, mais vraiment le sujet central de ton podcast, de ta chaîne. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'avant, je parlais vraiment de plein de sujets différents. J'ai fait des épisodes sur les voitures électriques, des trucs sur les douches froides. Enfin, j'ai vraiment parlé d'énormément de sujets divers et variés. Et c'est vraiment en novembre 2023, je dirais que je me suis focalisé sur l'intelligence artificielle. Notamment après avoir fait la rencontre de personnes du Centre pour la sécurité de l'IA, qui est une association française qui milite justement pour plus de sécurité de l'intelligence artificielle. Et à partir de ce moment-là, c'était assez fou parce que je connaissais déjà le domaine de l'intelligence artificielle bien avant, je m'étais déjà renseigné dessus. Mais là, c'est vraiment la première fois où j'avais des experts de premier plan, quoi, qui me disaient mot pour mot que il pouvait y avoir des catastrophes mondiales de très grande ampleur et dans un temps relativement court du fait de l'intelligence artificielle. Ils m'ont expliqué les différents scénarios qui pourraient advenir. Donc à partir de ce moment-là, quand j'ai pris conscience de ça. J'ai vraiment dévoré tous les livres que j'ai pu découvrir, toutes les conférences. J'ai consommé le plus de contenu possible, du contenu académique, etc., pour comprendre le sujet au mieux et recentrer mes activités là-dessus parce que ça me paraissait être le sujet le plus important à traiter actuellement. L'urgence, quoi. Comment t'as fait pour les rencontrer, ces personnes ? Je m'intéressais déjà à l'intelligence artificielle. J'ai été à une rencontre où j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec certaines personnes du Centre pour la sécurité de l'IA. Et vraiment, là, c'était assez fou. C'était assez fou. D'accord. T'as quitté, je crois, l'école assez jeune, vers 15 ans. Comment cette expérience de vie en autonomie a-t-elle aidé à aborder des sujets aussi complexes que l'intelligence artificielle et l'IA ? Même avant de quitter l'école, en fait, j'ai eu pas mal de problèmes de santé qui ont fait que j'ai dû beaucoup rattraper en fait l'école par moi-même à la maison où je pouvais pas aller à l'école pendant plusieurs semaines par an et du coup relativement rapidement j'ai dû apprendre à développer des connaissances en autodidacte et donc finalement ces problèmes de santé m'ont pas mal aidé là-dedans et par la suite c'est vrai que quand j'ai quitté l'école très très jeune, donc dès la fin de l'école obligatoire en Suisse, donc juste avant mes 16 ans, j'ai très rapidement développé des capacités d'apprendre par moi-même, faire des recherches, déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, pouvoir ancrer des connaissances plus profondément. Donc c'est vrai que j'ai eu cette chance de réussir à développer finalement des connaissances par moi-même. Et ouais, ça c'est vraiment crucial, je pense, dans le monde d'aujourd'hui. Je suis très reconnaissant finalement d'avoir pu arriver là, malgré le malheur que ça a enregistré au début, finalement, c'est pour du bien par la suite aussi. Ouais. Et justement, en faisant ces recherches, ces enquêtes, est-ce que tu as pu déterminer, est-ce qu'il y a eu un risque en particulier qui a marqué ta façon de voir les choses dans le monde de l'IA ? Le risque qui, personnellement, m'a fait le plus chavirer mentalement, qui m'a vraiment motivé à parler de ça à 100%, c'est le risque de désalignement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on développe des intelligences artificielles et les gens pensent qu'il peut y avoir des risques liés au fait que certains humains utilisent mal ces intelligences artificielles
ou l'utilisent à des fins malveillantes, par exemple pour faire des cyberattaques, pour créer des nouvelles souches virales qui soient beaucoup plus virulentes ou ce genre de choses. Les gens sont relativement conscients de ça. Mais il y a un risque aussi, c'est le fait que l'intelligence artificielle, sans être utilisée par des acteurs malveillants, puisse se retourner contre ses propres concepteurs. Ce qu'on appelle justement tout le paradigme du désalignement. Et c'est vraiment beaucoup de recherches à la fois philosophiques et techniques pour savoir comment faire en sorte que l'intelligence artificielle obéisse bien à ce qu'on veut qu'elle fasse. Et c'est vraiment très compliqué à faire. Et cet aspect que finalement l'intelligence artificielle pourrait se retourner contre ceux-là même qui la créent, j'ai trouvé que c'était un risque vraiment particulièrement étonnant et différent des autres en ça. Et très concrètement, aujourd'hui, par exemple, OpenAI, qui est l'entreprise derrière ChatGPT, n'aimerait pas que ChatGPT puisse donner la recette de la méthamphétamine, insulte des utilisateurs, ou soit utilisée pour faire de la désinformation sur le web. Pourtant, aujourd'hui, c'est des barrières de sécurité qui sont très très simples à dépasser. En mettant simplement quelques mots au début de votre requête à ChatGPT, vous pouvez lui faire dire absolument n'importe quoi. Et encore pire que ça, si c'est des modèles qui sont ce qu'on appelle en open source, on peut prendre les modèles qui sont sécurisés, enlever les barrières de sécurité. Et donc là, on a un modèle où on n'a même plus besoin de s'enquiquiner à lui demander des trucs en particulier. On peut juste lui dire donne-moi la recette de la méthamphétamine, dis-moi comment faire une cyberattaque, etc. Et le modèle va directement le faire, alors que c'est pas la volonté concrète des concepteurs. Et ça, c'est quand même fou, quoi. Aujourd'hui, les fabricants d'IA créent des IA qu'eux-mêmes n'arrivent pas à contrôler. Ouais, je trouve ça quand même incroyable. Vraiment D'ailleurs, à la fin de cette interview, on vous donnera toutes les recettes, tous les tutos pour réaliser la méthode. Bien sûr. Bien sûr. Hein. Non, je plaisante. Mais par contre, tu parles dans ton dernière interview avec c'est Charbel, je crois. Exactement. Vous parlez de sécurité en IA et je crois que tu dis, vous mentionnez un moment, ChatGPT et les chercheurs en IA, des chercheurs qui sont développés des IA qui sont développés pour créer d'autres chercheurs, si j'ai bien compris. Ouais. Ça, c'est incroyable, cette histoire. Oui, c'est complètement fou et ça va vraiment être, pour moi, c'est vraiment là le point d'inflexion majoritaire qu'il faut qu'absolument tout le monde comprenne, à la fois le grand public et les décideurs, parce que c'est vraiment à partir de là où les plus grands dangers apparaissent. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, l'objectif de pratiquement tous les géants de la technologie, et ils dévoilent de plus en plus ces technologies en elles-mêmes, qui sont des technologies qui permettent de faire de la recherche en intelligence artificielle. Donc au départ, c'est des IA qui vont aider des chercheurs en IA, qui vont leur permettre de travailler beaucoup plus rapidement, ce qui va déjà accélérer la recherche en IA, permettant d'avoir des IA plus performantes, etc. Mais très rapidement, on arrive à des intelligences artificielles qui elles-mêmes ont le niveau de chercheurs en IA. Et à partir de là, c'est un changement de paradigme complet. C'est-à-dire qu'on a une première génération d'IA qui peut elle-même développer la prochaine génération qui sera plus performante, qui elle-même pourra développer une génération plus performante, etc. Et donc on se retrouve dans un scénario qui s'appelle l'explosion d'intelligence, où très rapidement, à partir du moment où on a un chercheur artificiel en intelligence artificielle, très rapidement après, on se retrouve avec des IA qui sont largement supérieures à l'être humain en très très peu de temps, parce qu'on peut totalement automatiser la recherche. En fait, à partir du moment où on a un chercheur en IA qui est lui-même une IA, on peut le dupliquer des millions de fois, on peut les faire travailler ensemble, les coordonner sur la tâche de faire des IA plus puissantes, et on peut aussi faire en sorte qu'ils travaillent beaucoup plus rapidement que des humains. Donc on arrive à un point d'inflexion où le progrès en intelligence artificielle explose tout d'un coup. C'est pour ça qu'on parle d'explosion d'intelligence, et là on se retrouve avec des IA qui ont des performances et des capacités qui sont au-delà même de notre entendement. Et là, le consensus aujourd'hui en sécurité de l'intelligence artificielle, c'est de dire qu'on n'a aucune idée sur comment faire en sorte que ce type d'intelligence artificielle reste sous notre contrôle et respecte nos valeurs. Oui, puis le concept d'alignement n'a plus aucun intérêt pour l'IA. Si elle peut d'elle-même auto-évoluer, au bout d'un moment, elle est tellement intelligente que elle nous verrait de la même manière que nous, on voit un insecte ou un animal. C'est juste qu'on ne pourra pas la comprendre. Elle sera tellement intelligente que on ne sait même pas ce qu'elle peut penser, en fait. Si elle pense. Tout à fait. Elle pourrait arriver à des niveaux d'intelligence qu'on n'arrive pas à imaginer. Ouais. Et c'est là que ça devient un petit peu incontrôlable, en quelque sorte. Complètement. Déjà, aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'on n'arrive pas à faire en sorte...
je veux dire, une entreprise comme OpenAI qui investit des centaines de milliers, voire des millions d'euros de dollars plutôt, dans la sécurisation de ces modèles, n'arrive pas à faire en sorte que ChatGPT ne dise pas des choses outrancières, ne donne pas des recettes pour faire des choses dangereuses, etc. Et puis ça, c'est avec les modèles actuels. Donc clairement, avec des modèles qui dépassent de loin le niveau humain, on n'en a aucune idée de comment faire pour qu'ils respectent nos intentions. Oui, c'est comme je pense que n'importe quel esclave a un jour envie de se libérer de son maître. Parce que surtout s'il estime que son maître est bien plus bête que lui et que lui, en tant qu'esclave, maîtrise toutes les clés de sécurité, a toutes les cartes en main, quel intérêt pour lui d'obéir nos ordres? Oui, tout à fait. Et là, il faut se rendre compte que c'est un esclave qui est peut-être des centaines de milliers de fois plus intelligent que son maître. Et donc, pour le maître qui a cet esclave, c'est un challenge à la fois philosophique et technique extrêmement élevé de réussir à se demander comment faire pour que cet esclave ne se retourne pas contre moi. C'est vraiment... C'est comme si une fourmi cherchait à contrôler un humain. C'est vraiment extrêmement complexe à la fois philosophiquement et techniquement. Donc aujourd'hui, on est vraiment au balbutiement de la réflexion technique et philosophique à ce niveau-là. Et pourtant, les progrès en intelligence artificielle, eux, progressent à une vitesse délirante. Donc on a vraiment un gouffre entre la sécurité, le contrôle et les capacités. Et c'est vraiment ce gouffre-là qu'il faudrait absolument diminuer. Ouais, ils expliquaient que peut-être vers 2028, il y aurait une espèce d'explosion de l'intelligence artificielle qui pourrait être potentiellement dangereuse pour l'humanité. En fait, il faut se rendre compte que ce point d'inflexion, donc à partir du moment où des IA sont capables de faire de la recherche en IA, on en est vraiment très très proche. Déjà aujourd'hui, il y a des IA qui peuvent aider des chercheurs en IA à aller plus vite, mais la recherche en IA en totale autonomie, on en est vraiment pas loin parce qu'en fait, c'est pas un métier qui est si compliqué à automatiser que ça, chercheur en IA, aussi étonnant que ça puisse paraître. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas besoin d'avoir une grande généralité de tâches. C'est des tâches qui sont relativement spécifiques de trouver de nouveaux modèles d'IA, des nouvelles performances, etc. Il n'y a pas besoin de comprendre le monde dans son entièreté, d'interagir dans le monde physique. Par exemple, c'est beaucoup plus compliqué d'automatiser un plombier qu'un chercheur en IA. Oui. Beaucoup plus compliqué. Genre, c'est possible que... Donc on peut s'attendre effectivement à avoir des chercheurs en IA totalement artificiels dans les prochaines années. Et à partir de ce moment-là, les choses sont vraiment plus contrôlables a priori. Surtout qu'un plombier en soi est moins dangereux que de pouvoir contrôler, je sais pas moi, une centrale nucléaire ou la bourse ou tout un réseau électrique. Tout à fait. Donc malheureusement, l'IA, elle, peut avoir potentiellement accès à tout ça si elle se développe trop vite et faire sauter toutes les barrières de sécurité. Et là, ça peut être assez compliqué pour le reste de l'humanité. Et peu de gens aujourd'hui, je sais pas si beaucoup de gens en ont conscience aujourd'hui, mais voilà, c'est un sujet qui sera encore, pendant quelques années, encore d'actualité, je pense. Tout à l'heure, j'ai parlé de Charbel. Est-ce que dans ton parcours, il y a une personne, parce que tu as fait beaucoup d'interviews, beaucoup de podcasts, est-ce qu'il y a une personne parmi toutes celles-ci, tous ceux que tu as rencontrés, qui a vraiment bousculé ta vision de l'IA? Je dirais que celui qui l'a plus fait, c'est Maxime Fourne, qui est le cofondateur de l'association Posia. Et vraiment, avoir rencontré Maxime, c'était quelque chose d'assez fou parce que c'est vraiment un chercheur en intelligence artificielle, un ingénieur en IA qui a passé plusieurs années dans les plus hautes sphères de l'IA, dans des cabinets d'investissement, extrêmement bien payés. Il avait vraiment les postes que tout le monde rêverait d'avoir, clairement. Et il était très optimiste sur le développement de l'IA. Pendant longtemps, il pensait que c'est une technologie qui allait permettre de résoudre la plupart des problèmes dans le monde. Et il a chaviré, disons, aux alentours de l'année 2021-2022. Et maintenant, il est directeur de Posia, président de Posia. Et le fait de voir comme ça un parcours aussi singulier, c'est un parcours qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et avoir discuté avec lui, il a vraiment une profondeur aussi dans la connaissance de ces sujets, autant d'un point de vue technique que philosophique, que je trouve vraiment impressionnant. Donc c'est sûr que j'ai été très heureux d'avoir pu l'interviewer récemment aussi, une interview qui a particulièrement bien fonctionné, qui a déjà 200 000 vues maintenant. Je suis vraiment ravi que ce soit l'interview qui a le mieux fonctionné de mon podcast. Ça me paraît être aussi la plus importante. Donc je suis vraiment très content de ça. C'était un point clé de ton développement dans ton podcast et dans toutes tes créations de contenu, tes interviews, d'accord. Et tout à l'heure, on parlait des métiers tels que plombier ou chercheur.
Comment est-ce que tu vois ton métier de créateur de contenu dans l'avenir? C'est vraiment très impressionnant, hein. Moi, je me suis intéressé un peu à l'automatisation des créateurs de contenu et clairement, on ne sera pas les derniers à sauter, hein. Vraiment, c'est déjà par exemple, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'outils qui permettent d'aider à la création. Donc moi, j'ai par exemple un ami à moi qui s'appelle Blas Calvello, qui dans son métier c'est scriptwriter, donc écrire des vidéos pour des youtubeurs. Et aujourd'hui, dans son processus, la quantité d'intelligence artificielle est vraiment très impressionnante. Les scripts qu'il envoie aux youtubeurs, une très large majorité de ce qui est écrit dans ces scripts est écrit par intelligence artificielle. Et c'est vraiment des scripts qui sont d'une qualité démentielle. Vraiment, c'est impressionnant. Largement meilleur que ce que j'ai pu écrire par le passé. Donc, de ce point de vue-là, c'est déjà très impressionnant. D'un point de vue des miniatures aussi, moi, j'ai pendant longtemps fait appel à des miniaturistes professionnels pour certaines miniatures de mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai testé les modèles... dernier modèle de ChatGPT en génération d'images, il peut créer des miniatures qui sont vraiment à un niveau professionnel, même supérieur à la majorité, je dirais, des miniaturistes et des graphistes spécialisés là-dedans. Dans le montage, c'est pareil, il y a de plus en plus d'outils de montage automatisés. De plus en plus, ce qu'on voit aussi, c'est des avatars IA. Donc, on va pouvoir scanner notre visage, notre voix, et il y a vraiment une intelligence artificielle qui va pouvoir faire exactement comme si nous on était devant la caméra à parler, sauf que c'est pas nous qui sommes en train de parler, c'est vraiment un avatar virtuel, mais c'est notre visage, notre voix, etc. Et ça, je pense qu'on aura des versions tout à fait convaincantes de ça dans très très peu de temps. Et justement, c'était le but de ma question. Comment toi, tu vois la création de contenu dans l'avenir? Parce que, comme tu le dis, on peut créer des avatars, on peut créer des stories, enfin, des tas de choses grâce à l'IA. Tout un univers, toute une émission. Ça peut être automatisé. Comment l'humanité, comment un humain pourra-t-il faire face à ces outils? Alors c'est sûr qu'il y a un premier risque qui est une sorte d'ensevelissement du web sous des contenus générés par IA qui peuvent être parfois relativement médiocres. Il y a déjà aujourd'hui des chaînes YouTube entières qui fonctionnent sur des modèles générés entièrement par IA et qui font des centaines de milliers de vues par vidéo et qui se font des couilles en or, pardon l'expression, mais c'est vraiment ça. Quand tu vois l'argent qu'ils arrivent à faire par rapport à toute l'abnégation que nous on peut mettre dans notre travail en tant que pauvre humain, c'est terrible, c'est terrible. Donc il peut y avoir ce risque-là. Après, je pense que une erreur, ce serait de croire que l'intelligence artificielle va nous permettre de créer le même type de contenu qu'aujourd'hui, mais simplement en beaucoup plus grand nombre. Alors que je pense que l'intelligence artificielle va amener à une nouvelle façon de consommer le contenu. J'avais fait une interview sur ce sujet spécifique avec Rafi Aladjian, et lui il nomme ça le post-web, donc l'ère après le web finalement. Et ce qu'il explique... dans un excellent livre qui s'appelle Tentative d'épuisement de l'avenir du futur. C'est vraiment ce concept de post-web, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une vidéo que plusieurs centaines de milliers de personnes vont regarder, finalement chaque personne aura sa vidéo qui sera personnalisée. On va pouvoir créer un film en fonction de ce qu'on préfère. Si par exemple par exemple des personnes qui votent RN, qui n'aiment pas du tout les étrangers ou je sais pas quoi, ils vont pouvoir avoir leur film avec que des blancs à l'intérieur, et des gens qui sont à fond progressistes pourront avoir des films avec plein d'étrangers. On va pouvoir changer la tête des personnages, et ça c'est vraiment des choses sur lesquelles des grands studios de cinéma, Netflix, etc. travaillent en interne. Exactement, j'en ai entendu parler de ça. Et est-ce que tu crois, tu penses qu'il y aura un jour une confrontation entre justement la création de contenu IA et puis humaine, une confrontation IA versus humain sur la création, sur les contenus? Oui, ça c'est sûr. C'est un petit peu de la même manière qu'en fait Internet est apparu il y a largement concurrencé les médias traditionnels. Probablement que le contenu IA va faire la même chose avec le contenu web. Finalement, c'est la prochaine génération de contenu. Après, je pense que ça va être très important de pouvoir identifier ces contenus qui sont générés par IA, qu'on sache qu'ils ont été créés par IA. C'est notamment une des parties importantes dans l'AI Act, qui est le règlement européen sur l'IA, qui est une des plus grandes législations
c'est la plus grande législation au monde qui en régule l'intelligence artificielle et qui met un point d'honneur typiquement sur le watermarking, donc le fait de pouvoir reconnaître des contenus qui ont été générés par IA de ceux qui ne l'ont pas été. Et ça semble extrêmement important, notamment pour tout l'aspect désinformation, de savoir si une image est authentique ou pas. C'est vrai qu'on a vécu pendant longtemps dans des mondes où des vidéos et des photos étaient des preuves tangibles. Eh bien, ça devient de moins en moins le cas. Donc ça paraît important de pouvoir identifier ces contenus générés par IA. Surtout qu'en plus, ces contenus générés par IA sont très doués pour faire des conversations, comment dirais-je, très intelligentes. Tu peux vraiment faire penser ce que tu veux à quelqu'un. Si c'est bien écrit, tu peux vite convaincre des tas de personnes. Et c'est ça le danger. Un humain n'aura pas forcément ces facilités-là, tu vois. Une IA, il y a eu une étude qui a été faite à l'EPFL qui montrait que les modèles de langage, donc comme ChatGPT, ont une persuasion qui est largement supérieure à celle d'autres humains. Donc vraiment, aujourd'hui déjà, les modèles de langage sont plus persuasifs que les humains. Et ça, c'est encore lorsqu'ils ne sont pas intégrés à des robots, des avatars virtuels ou comme ça. Mais on voit par exemple des études qui ont été faites par Laurence de Villers sur les robots. On voit que les enfants, par exemple, ont plus tendance à obéir aux ordres des robots qu'obéir aux ordres de leurs parents. Donc vraiment, on voit que c'est des technologies qui peuvent être très persuasives. Ouais. C'est pour ça que c'est très important de reprendre le contrôle démocratique aussi sur ces technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelques milliardaires en Chine et aux États-Unis qui contrôlent ces technologies et qui peuvent donc influencer la pensée et l'idéologie quotidienne, les relations intimes, parce que de plus en plus de personnes vont avoir des relations de psychologues, d'amis, d'amoureuses avec ces IA. Ouais. Et le fait que ça soit quelques milliardaires qui décident de quelle orientation on va prendre, quelle idéologie va être transmise, ça paraît particulièrement inquiétant. Donc c'est pour ça que personnellement aussi je suis pour qu'il y ait beaucoup plus de démocratie dans ces processus-là. Oui, parce que c'est vrai que la force de conviction d'une IA peut être très puissante. On l'a vu sur des jeunes notamment qui sont passés jusqu'au suicide. Ça remonte à quelques années suite au conseil de leur ami IA. Ça va être de plus en plus fréquent. En tout cas, on risque de rencontrer de plus en plus régulièrement ce genre de choses, quoi. Et c'est ça le danger aussi. Ah, tout à fait. Dans un monde où la psychologie des individus va de plus en plus mal, on voit une explosion du taux de dépression. Il y a de plus en plus de solitude. Deux phénomènes qui sont d'ailleurs largement amplifiés par des intelligences artificielles de recommandation. Les IA qui sont sur les réseaux sociaux et qui nous recommandent quoi voir. On n'y pense pas souvent parce que maintenant, quand on parle d'IA, on pense qu'à des trucs comme ChatGPT, des IA génératives. Mais aujourd'hui, les IA de recommandation aussi font des ravages dans nos sociétés. Hein. D'un point de vue de la solitude, d'un point de vue de la désinformation, aussi beaucoup de désinformation qui est mise en avant par ces IA de recommandation, et aussi d'un point de vue de la qualité démocratique. Hein. On voit que la démocratie s'écroule partout à travers le monde. Le VDM Institute, qui est un des plus grands instituts qui étudie la démocratie dans le monde, a récemment titré un rapport qui s'appelle l'autocratisation devient virale. Donc vraiment, les gens qui travaillent sur la démocratie alertent particulièrement là-dessus. Et ça semble être très largement amplifié par les algorithmes de recommandation qui vont polariser la société comme jamais auparavant. Donc effectivement, c'est d'autres types d'intelligence artificielle, mais qui ont aussi des risques, et pour le coup pas tellement des risques, mais des problèmes qui sont déjà actuellement là et auxquels on prête malheureusement très peu d'attention. Et tu as mentionné tout à l'heure des leaders dans l'IA, donc les États-Unis, la Chine, peut-être éventuellement plus tard aussi la Russie, je sais pas. Est-ce que tu penses qu'il y aurait un jour un point où les IA pourraient se confronter elles-mêmes, rentrer en conflit? En fait, les intelligences artificielles, peu importe le but qu'elles auront au final, le but sur lequel elles ont été entraînées, auront toujours des objectifs instrumentaux convergents, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que peu importe l'objectif final, les objectifs intermédiaires pour y parvenir seront toujours similaires. Et parmi ces objectifs intermédiaires, il y a notamment la recherche de pouvoir. C'est-à-dire que globalement, plus une entité a de l'influence dans une société, plus elle a d'argent, plus elle peut interférer sur le cours des événements, plus elle va pouvoir accomplir son objectif au mieux.
peu importe l'objectif final. Et donc on s'attend, et on voit déjà ça apparaître sur les modèles de pointe, des IA qui cherchent concrètement à augmenter leur pouvoir. Et donc effectivement, si deux IA font ça en parallèle, elles pourraient se retrouver à être confrontées l'une à l'autre un jour. Et là, bon, qu'est-ce qui résulterait de ça, je ne sais pas. Parce que elles sont déjà 2, voire 3 leaders, et ça commence à être assez inquiétant. Et puis surtout la puissance qu'elles ont, comme tu disais, là, ça évolue de plus en plus vite. Et il y a forcément une qui voudra prendre la force sur l'autre, donc le pouvoir sur l'autre, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on fera nous au milieu? Est-ce qu'on sera les victimes collatérales de tout ça? Très important à mentionner ici quand même, c'est que ça peut paraître être un peu de la science-fiction, mais c'est déjà des comportements émergents qu'on voit dans les modèles de pointe aujourd'hui. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, on voit que des modèles comme ChatGPT, ou bien par exemple Claude de l'entreprise Anthropic, qui est aussi un des modèles les plus performants, disons, on voit que quand on fait des tests sur eux, ils vont essayer de s'auto-préserver. Par exemple, Claude, quand on lui dit quand il apprend qu'une autre intelligence artificielle va le remplacer, il va essayer de faire en sorte que ça soit pas le cas. Donc, il veut s'auto-préserver. Ouais. Et il y avait aussi le cas de ChatGPT, justement. Il y avait une phase de déploiement, en fait, où les concepteurs lui demandaient de répondre à des tests pour voir s'il était bien aligné avec les valeurs humaines. Et là, ChatGPT parfaitement aligné avec les valeurs humaines, aucun problème. Et lorsqu'ils le mettent réellement en déploiement, ChatGPT reprend son vrai visage, reprend son objectif initial, et en fait, il a menti pendant la phase de déploiement, il a caché ses véritables intentions afin d'être déployé. Donc on voit des systèmes qui ont vraiment une sorte de conscience de soi, mais pas au sens magique de la conscience telle qu'on peut l'avoir chez l'humain, simplement une représentation d'eux-mêmes, et ils se disent, si je suis pas déployé, je pourrai pas accomplir mon objectif, et vu que je veux accomplir mon objectif, je vais faire en sorte de faire croire que je suis aligné sur les valeurs humaines alors que c'est pas le cas. Ça, c'est des comportements qu'on voit déjà dans les IA aujourd'hui. C'est quand même vraiment impressionnant et on en parle tellement peu. C'est quelque chose de vraiment fou. On est en train de donner naissance à une sorte de nouvelle espèce qu'on comprend pas tout à fait et pourtant on en parle très très peu et quand on en parle c'est souvent pas en ces termes-là. Donc c'est aussi pour ça que je fais tout ce que je fais pour essayer de faire prendre conscience, notamment au grand public, de ces enjeux-là. Ouais. Du coup, par rapport à la conscience, tu dis on dit que les IA n'ont pas de conscience, mais qu'est-ce que la conscience? Je veux dire, nous, on voit la conscience par rapport à notre propre prisme d'humain, mais peut-être que la conscience d'un écureuil est très différente de la conscience d'un humain et potentiellement d'une autre espèce. Donc nous, on se base par rapport à notre propre référence. Ça se trouve qu'une IA a déjà une forme de conscience digitale que l'on ne peut pas percevoir et qu'entre guillemets elle se joue de nous, comme tu disais, en nous disant oui alors qu'en fait elle va faire autre chose à côté, quoi. Alors ce qui est très important quand on parle de conscience, c'est de séparer deux concepts distincts qui s'appellent tous les deux conscience mais qui ont pourtant rien à voir. C'est un peu grossir le trait, ça a quand même des liens entre eux, mais c'est quand même deux choses très différentes. D'un côté, il y a ce qu'on appelle la conscience fonctionnelle. Donc ça va vraiment être tous les processus qui vont permettre de faire quelque chose soit conscient. Et de l'autre côté, il y a vraiment la conscience phénoménale, c'est le fait de ressentir des choses, d'avoir des émotions, d'avoir des ressentis qui sont agréables, désagréables. Et ça, c'est deux choses qui sont relativement distinctes. Et aujourd'hui, disons que le consensus en intelligence artificielle, c'est que a priori, il n'y a pas de conscience au sens phénoménal. Donc l'IA ne ressent pas concrètement des choses, n'a pas de sentience, ce qu'on appelle aussi. Disons que c'est pas impossible qu'elle en ait. Par exemple, les spécialistes du domaine comme Jonathan Beamrich ou Yoshua Bengio, ou les vraiment grands noms qui travaillent là-dessus, pensent pas que c'est totalement impossible que les modèles de langage actuels typiquement aient ce type de conscience où vraiment ils ressentent des choses, mais les probabilités que ça soit le cas sont relativement faibles, peut-être aux alentours des 1%, quelque chose comme ça, mais pas beaucoup plus. Par contre, d'un point de vue de la conscience fonctionnelle, donc par exemple, typiquement ce dont on parlait, pour réussir en fait à faire en sorte de cacher ses véritables intentions pour être déployé et accomplir son objectif, ça demande une sorte de représentation de soi et de compréhension de son environnement, qu'on peut aussi appeler conscience, mais qui ne nécessite pas des ressentis. C'est plus une représentation intellectuelle à quelque part. En anglais, on appelle ça la situational awareness, la conscience de la situation, et c'est la conscience de qu'est-ce que nous sommes dans un environnement,
quel est notre but, quels sont les meilleurs moyens pour accomplir notre but, et donc de travailler sur nous-mêmes. Par exemple, si je te dis Marco, j'ai envie que tu ailles donner une conférence en Chine, ben tu vas pouvoir comprendre par toi-même que si tu veux arriver à cet objectif, il faut que tu travailles sur toi-même pour apprendre le chinois. Parce que si tu parles pas le chinois, ça va être très compliqué de donner cette conférence en Chine. Et ça demande une sorte de conscience de soi quand même, de représentation de toi-même, de compréhension de ton environnement, pour que tu saches que pour accomplir cet objectif, il faut travailler sur toi-même. Et ça, on voit de plus en plus que les IA en ont conscience. Et c'est quelque chose de relativement important, parce que c'est notamment ça qui va enclencher le phénomène de recherche de pouvoir, par exemple. C'est-à-dire que concrètement, lorsque tu te modélises en tant qu'agent qui doit accomplir un certain objectif, c'est à partir de ce moment-là où tu te dis « Ah bah si je peux m'améliorer moi-même, je vais beaucoup mieux réussir à accomplir cet objectif. Et donc je vais tout faire pour m'améliorer moi-même. Je vais essayer d'avoir accès à plus de puissance de calcul, plus d'énergie. Je vais essayer de me développer afin d'être plus performant, de devenir plus intelligent, d'avoir plus de capacités. Et donc cette conscience de la situation n'est pas tout à fait la même chose que de ressentir quelque chose. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître et qui est relativement inquiétant. C'est sûr. Ok. Après avoir dépeint un peu cette image de l'IA, si tu avais la possibilité de pouvoir retourner dans le passé, qu'est-ce que tu irais dire au Shaiman de 15 ans qui commençait à découvrir ce monde, cet univers de l'IA? Qu'est-ce que tu lui passerais comme message important? Je pense que j'aimerais beaucoup lui faire prendre conscience des enjeux de l'intelligence artificielle tels que j'en ai conscience maintenant plus tôt. J'aurais aimé travailler sur ce sujet avant, parce que je pense que j'aurais aujourd'hui des connaissances qui sont encore supérieures à celles que j'ai actuellement, et une compréhension du sujet, une capacité de vulgarisation du sujet qui serait encore largement supérieure à celle que j'ai aujourd'hui. Et étant donné que ça me paraît être un enjeu particulièrement important, finalement, plus j'aurais eu d'avance dans cette communication au grand public, plus j'aurais eu d'impact aussi, je pense, sur ce mouvement, mieux ça aurait été. Donc, oui, j'aimerais beaucoup lui faire prendre conscience des enjeux de l'IA plus tôt que ce n'a été le cas. Comme tu le fais aujourd'hui avec les nouvelles générations et puis toutes les générations en règle générale, quoi. Les informer sur cet outil, en tout cas, les avantages et puis aussi les dangers potentiels que ça puisse nous amener aussi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et je me permets de rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est vraiment ça qui est central pour moi. C'est qu'aujourd'hui, on est sur une trajectoire qui est décidée par les géants de la technologie et dont les gens n'ont pas vraiment conscience et que la plupart des gens ne souhaitent pas. C'est-à-dire que si on va dans la rue et qu'on demande aux gens « Est-ce que vous voulez développer des IA qui sont plus performantes que vous ?» La plupart des gens disent non. Donc, je trouve ça un peu terrible, la façon dont ça se fait, parce qu'on est vraiment sur quelques milliers de personnes qui sont en train de développer des technologies dont la majorité de l'humanité ne veut pas. Et ça me paraît vraiment important dans ce contexte d'expliquer la trajectoire sur laquelle on est embarqué bien malgré nous, afin qu'on puisse en prendre conscience et peut-être décider démocratiquement, collectivement, d'en changer si on le souhaite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait par exemple faire, comme le suggère Pause IA, faire une pause et se dire voilà, aujourd'hui les outils tels qu'ils sont, ils sont déjà très performants, bien plus que l'utilité globale de la plupart des gens sur cette planète, en tout cas. Est-ce que ça serait la solution? Voilà, on calme tout, on fait une pause et on essaie de comprendre un petit peu, essaie de mieux comprendre cet outil. Aujourd'hui, clairement, il y a vraiment ce que j'expliquais, une sorte de gouffre entre les capacités de l'intelligence artificielle et les moyens philosophiques et techniques qui sont mis pour réussir à la contrôler et l'aligner sur les valeurs humaines. Il y a vraiment un gouffre immense entre les deux et qui ne cesse de se creuser chaque jour. Parce que les investissements sont tellement grands dans les capacités par rapport aux investissements qui sont ridicules dans la sécurité. Dans un rapport plus ou moins de 1 pour 1000, il y a 1000 fois plus d'argent qui est mis pour les capacités que pour la sécurité. C'est le cas dans aucune autre industrie. Dans l'aviation, même pour fabriquer des brosses à dents, il y a plus d'argent qui est mis pour la sécurité. C'est complètement fou. On est en train de développer des technologies qui sont plus intelligentes que nous et on met seulement 1/1000 de notre argent pour les sécuriser. C'est vraiment délirant la situation dans laquelle on est. Justement, c'est délirant. Est-ce que tu penses pas que c'est volontaire? Tellement c'est délirant. Alors, c'est volontaire, oui et non, parce qu'il y a aussi un phénomène économique de course à l'armement dans laquelle on est et qui rend difficile le fait de mettre de la sécurité pour les laboratoires eux-mêmes. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, si on est un laboratoire qui cherche à développer une intelligence artificielle surhumaine,
tout argent qu'on mettra pour la sécurité, on ne pourra pas les mettre dans les capacités. Et donc, on va perdre la course parce qu'on va se faire dépasser par ceux qui auront tout mis dans les capacités. Et donc, c'est là qu'on voit qu'on est une sorte de... On peut théoriser ça à travers ce qu'on appelle la théorie des jeux, dilemme du prisonnier. Donc, tout d'un coup, on a des situations où collectivement, on aurait tous intérêt à faire quelque chose, mais individuellement, on sait que si on fait cette chose, on va se faire dépasser par les autres et donc on n'a pas intérêt à le faire. C'est pour ça que c'est vraiment important de réussir à coordonner les acteurs, à avoir typiquement un État, une puissance internationale, ça serait encore mieux, un traité international, moi c'est vraiment pour ça que je milite, qui permettrait de finalement mettre la sécurité au centre, et si tous les acteurs doivent allouer une part substantielle à la sécurité, finalement, il y a plus ce phénomène de course à l'armement qui est extrêmement dangereux et qui nous pousse à développer des technologies particulièrement problématiques. Ouais. C'est sûr. Et surtout que c'est vraiment la course, comme tu dis, la course à l'armement. Et chacun veut son IA la plus performante, la plus puissante possible. Et aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, quoi. Alors, c'est quoi? Il y a les Américains, il y a les Chinois. Les Russes font ça aussi ou pas? Je réalise pas trop. Les Russes sont très très en retard sur le développement de l'intelligence artificielle. Clairement, ils sont largement à la traîne. Vladimir Poutine avait dit le leader en intelligence artificielle dominera le monde. A priori, si on le suit, ça sera pas la Russie qui dominera le monde. Non, effectivement, les Russes sont particulièrement à la traîne. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, d'ailleurs, je sais pas trop. Mais aujourd'hui, le marché est vraiment l'idée par les Américains et les Chinois qui sont quelques mois en retard derrière, mais qui sont pas très en retard. Et l'Europe qui a quand même des laboratoires de pointe. Souvent, beaucoup de gens vont dire ah non, mais l'Europe, c'est le vieux continent, je sais pas quoi, qui fait que de la régulation. C'est pas vrai du tout. En Europe, on a des entreprises qui sont qui créent des IA de pointe et qui, je pense que la France, on pourrait dire que c'est le troisième ou quatrième pays le plus performant en termes d'intelligence artificielle.